Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo de débrief de la soirée de trade deadline des Los Angeles Lakers. Des Lakers qui, en partenariat avec les Cavs, auront été assez actifs. Et c'est très intéressant parce que Los Angeles aura été sur cette soirée dans une démarche 100% business, là où les Cavs étaient eux dans une démarche 100% sportive. Et c'est pour ça que c'est très intéressant finalement de débriefer un petit peu les deux équipes parce que les deux se sont mis d'accord pour finalement deux destins, deux logiques qui sont complètement différentes. Une business à long terme, une sportive à court terme du côté des Cavs, mais on va s'intéresser aux Lakers. Donc, vous le savez, ils se sont débarrassés de Clarkson, de Nance Jr. En échange, ils récupèrent Isaiah Thomas, Channing Frye et un premier tour de draft. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est intéressant pour Los Angeles. Je vous dirai pourquoi après. Un premier tour de draft, c'est pas celui des Nets, c'est celui des Cavs. C'est le Cavs 2018, donc un tour de draft qui sera entre la 20 et la 25e place, peut-être même un petit peu plus bas, 26-27 si les Cavs se refont une santé. Donc une fin de premier tour, mais les Lakers sont habitués à faire des miracles avec ces tours de draft de fin de premier tour. Ils avaient récupéré Nance Jr. comme ça, ils ont récupéré Kuzma un petit peu sorti de nulle part comme ça, et ça peut toujours être une bonne pioche d'avoir une fin de premier tour. Alors, je vous le disais, un deal 100% business. Quelle a été la démarche derrière ce trade? Eh bien, la démarche, elle a été toute simple. C'est se séparer de Clarkson, se séparer de Nance Jr. pour récupérer en contrepartie deux joueurs qui arrivent en fin de contrat à l'été 2018. Ça place les Lakers donc dans une situation où ils n'ont plus que 8 joueurs sous contrat pour la saison prochaine. Ils récupèrent donc encore un petit peu d'argent en banque pour recruter ardemment et pour recruter fort à l'été 2018. Je vous en avais déjà parlé, souvenez-vous de cette intersaison 2018 qui attendait les Lakers dans la vidéo sur le recrutement de KCP. Quand ils avaient signé KCP, on avait fait un petit point sur les Lakers. Eh bien, on est complètement dans cette logique-là. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que je vous avais expliqué il y a 6 mois que les Lakers, présentement, parce qu'ils ont encore le contrat de Luol Deng complètement toxique qui plombe leurs finances, les Lakers, avant ce trade, n'étaient pas en capacité, contrairement à ce que beaucoup relayaient sur Internet, sur les réseaux sociaux, avant ce trade, les Lakers n'étaient pas en capacité, je le répète, d'accueillir 2 contrats max. Ils pouvaient accueillir un contrat max entre guillemets rookie, donc c'est-à-dire pour des joueurs de 0 à 6 ans d'ancienneté NBA, mais ils ne pouvaient pas accueillir 2 contrats max vétérans. Donc LeBron James, Paul George, ce que vous aviez entendu partout, c'était pas possible. Il fallait faire un petit peu plus de place que ça pour rendre ce trade possible. Et bien là maintenant, ça devient possible. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Luol Deng, qui aurait encore plus amélioré leurs finances. Il ne faut pas rêver, hein. Avec son contrat énorme, un joueur qui ne joue pas, les Lakers n'arriveront pas à s'en débarrasser. Il faudrait lâcher des tours de draft relativement bien placés en contrepartie. Les Lakers, ils n'en ont plus à moyen terme, donc faut pas rêver. Il est inamovible, ils vont devoir assumer le fait de lui avoir offert un pont d'or il y a quelques temps. Là où c'est encore plus intéressant pour les Lakers, c'est que je vous disais, il y a 8 joueurs sous contrat. Mais dans ces 8 joueurs, il y en a 3, Ennis, Zubac et Bryant, qui ont un contrat non garanti. C'est-à-dire que je crois que ça doit être le 3 juillet, où je n'ai plus la date en tête, mais il y a une échéance, il y a un ultimatum à partir duquel, enfin jusqu'auquel le contrat n'est encore pas garanti. Et s'ils le souhaitent, les Lakers, ils peuvent se séparer de ces 3 joueurs et récupérer encore un petit peu moins de 5 millions de dollars. Alors là, ils tombent plus qu'à 5 joueurs dans le roster, mais ils peuvent encore dégraisser un petit peu si le besoin s'en fait sentir. Alors pourquoi ils ont échangé Nance Jr. On en avait parlé. Les Lakers, ils ont 3 power forward jeunes, prometteurs, encore dans leur contrat de premier tour de draft dans l'effectif. Randle, Kuzma, Nance Jr.
Ils peuvent pas garder les 3. 2 peuvent cohabiter dans la rotation, mais pas 3. Il y en a forcément un qui doit être sacrifié. Ça a été Nance Jr. Donc ça veut dire que les Lakers, ils misent sur Randall, ils misent sur Kuzma, et ils réassainissent, entre guillemets, leur rotation en échangeant Nance Jr. Alors, bien entendu, perdre Nance Jr. pour récupérer Channing Frye, sportivement, à court terme et à moyen terme, c'est pas top. Mais là, la démarche, elle est vraiment purement business. Idem pour Clarkson. Là, c'est vraiment une démarche purement business. La saison prochaine, avec intégrer les 3 joueurs au contrat non garanti, les Lakers, ils ont 61,8 millions de dollars pour recruter. Ils ont donc effectivement toute la latitude pour recruter 2 très gros free agents, 2 contrats max vétérans ou 2 contrats max joueurs de moins de 6 ans d'expérience ou un contrat max super vétéran type LeBron James, plus de 10 ans d'ancienneté NBA et éventuellement un contrat max vétéran si il dégage les joueurs non garantis. Donc toute la flexibilité du monde pour recruter. Et effectivement, pour aller commencer à faire de l'œil à cette intersaison, à DeMarcus Cousins, à Paul George, ou pourquoi pas un des deux plus LeBron James, tous les scénarios maintenant sont possibles et sont réalisables financièrement. C'est ça qui est fort. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à avoir une telle attractivité et à recruter ces joueurs ? On n'en sait rien, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas tomber dans le charlatanisme en disant il va se passer ci, il va se passer ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous, les Lakers, ils avaient plein d'argent en banque, il y avait plein de beaux free agents sur le marché, et ils sont repartis avec Mozgov et Luol Deng, les deux raflant 32 ou 33 millions par an en cumulé. Donc, espérons pour les Lakers que ça soit pas tout à fait le même scénario, mais ne prenez pas pour acquis que ça y est, les Lakers, ils ont 2 All-Stars la saison prochaine dans leur rang. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça, mais ils peuvent le faire. Alors par contre, ayez aussi bien ça en tête. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. En basketologue éclairé, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. Si les Lakers veulent et réussissent à recruter Cousins et Paul George, ils sont obligés de renoncer à Brook Lopez, KCP, Randall et Brewer, Frye, Thomas. Ils ne peuvent pas d'un côté attirer ces joueurs qui viennent d'une autre équipe avec de la masse salariale disponible et en même temps conserver ces joueurs-là. Parce que pour conserver ces joueurs-là, il y a, ce que je vous avais déjà expliqué, il y a un cap hold. C'est-à-dire qu'il y a une préemption de l'argent disponible sur le salary cap qui est déjà mis de côté pour le futur contrat de ce joueur-là. C'est pour éviter que les équipes, effectivement, fassent ce que les Lakers sont en train de faire, c'est-à-dire on se débarrasse de tout le monde, on recrute 2-3 super free agents et derrière on re-signe tout le monde parce qu'on a leur droit bird. Eh ben non, vous ne pouvez pas faire ça. Si les Lakers veulent garder KCP, déjà, il faut soustraire 21 millions aux 62 millions qu'ils ont en banque. S'ils veulent garder Brook Lopez, c'est 33 millions. Ça ne veut pas dire que ces joueurs-là vont avoir ce salaire-là. Ça veut dire que dans les systèmes de calcul de la NBA, il y a cet argent-là qui est mis de côté. Idem pour Randall. Idem pour Randall, si les Lakers veulent le conserver, ce qui a priori est le plan initial, il a un cap hold de 12 millions. Donc il faut déduire les 12 millions des 62. Et donc, si les Lakers veulent garder Randall, eh bien, il n'y a plus que 40 millions pour recruter. Et avec 40 millions, vous n'avez pas ces deux-là en même temps. Vous avez un des deux, mais pas les deux en même temps. Pour ça que, ayez ça en tête. Okay, les Lakers, ils vont certes pouvoir faire leur marché d'une manière très très agressive, mais ils vont devoir aussi renoncer à pas mal de joueurs issus de leur rang actuellement et des joueurs intéressants type KCP, type Randall. Donc ayez aussi ça en tête, c'est parce que Deng est toujours là. C'est vraiment Deng qui plombe tout. Si les Lakers s'étaient débarrassés de Deng, peut-être qu'ils arriveront à le faire à l'intersaison, et nul doute qu'ils feront tout pour y arriver. Mais Deng est toujours là et ces 20 millions il neutralise bien les finances de l'équipe et il y a encore 2 ans garantis derrière, hein. Donc c'est vraiment un joueur qui va être compliqué de dégager. Il va falloir faire Deng plus un tour de draft plus un joueur pas trop mauvais pour assainir les finances. Là où sportivement
Parlons un petit peu du sport quand même. Le business c'est bien, mais parlons un petit peu du sport. C'est ce qui nous réunit. C'est une très bonne nouvelle pour Isaiah Thomas. Parce qu'il s'était complètement enlisé dans cette équipe des Cleveland Cavaliers. J'ai été absent 2 mois, vous le savez, donc je n'ai pas vu de match, en tout cas pas vraiment dans le détail. Donc je ne vais pas faire mon expert de pacotille à vous dire il y a ça, il y a ça. Tout ce que je constate, c'est les stats, c'est l'impact. Et effectivement, Thomas, il s'était complètement enlisé aux Cavs. Il n'a pas réussi à s'intégrer dans le dispositif et c'était malheureusement à prévoir. C'était malheureusement à prévoir parce que Thomas, meneur classique, qui a l'habitude d'avoir beaucoup le ballon en main, là il se retrouve dans un dispositif où il est la 2e voire 3e option de l'équipe, il a beaucoup moins la balle en main, résultat il n'arrive plus à trop exister dans l'attaque, en défense il est toujours aussi inexistant, c'est un peu méchant de dire ça, mais il est toujours aussi faible défensivement, et ajouter à ça des problèmes extrasportifs, ça ne matche pas, parce qu'il y a des batailles d'ego, ce qui arrive dans toutes les équipes, mais là c'était encore plus marqué, et c'était très 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 compliqué. Regardez Thomas sur les 15 matchs, je crois qu'il a fait 17 matchs, non il a fait 15 matchs, je vous dis une bêtise, je sais plus, mais bon, en gros, sur la toute petite vingtaine de matchs qu'il a fait du côté des Cavs, il est à 41% au tir, 47% au tir réel, sur les catch and shoot, il est à 28%, pull-up 41%, il n'y a que sur les drives vers le cercle où à 55% c'était pas trop mal, mais c'était devenu quelque chose qui faisait assez peu, ça tombait assez peu dans son registre d'attaque, bref, toutes ces stats d'efficacité offensive avaient complètement dégringolé, parce que regardez la saison passée, il était à 60% au tir réel, il est passé de 60 à 47, il était à 60 sur les catch and shoot, il est tombé à 40, donc dégringolage complet. Et dans son sillage, effectivement, il n'a pas apporté ce que les Cavs attendaient de lui. Après, les Cavs ne lui ont pas laissé spécialement le temps non plus de se mettre en place, de prendre ses marques, mais Cleveland a besoin de gagner tout de suite. Donc malheureusement, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de laisser le temps au temps que Thomas prenne ses marques. Donc, il n'est pas du tout impossible que du côté des Lakers, Lonzo Ball soit mis au repos forcé jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'il a des petits problèmes de blessure, rien de grave, mais les Lakers ne vont prendre aucun risque dans une saison qui est déjà pour eux finie. C'est-à-dire qu'ils espéraient peut-être faire les playoffs, ils ne feront pas les playoffs. On est déjà maintenant en train de travailler l'été 2018 et la saison d'après. Donc aucun intérêt de relancer Lonzo Ball dans la bataille. Donc pas impossible que Ball soit mis au repos forcé jusqu'à la fin de la saison. Ça veut donc dire que Thomas, il reprend un rôle de titulaire où il sera dans son registre de meneur classique, j'ai beaucoup la balle en main, l'attaque passe par moi, comme c'était le cas du côté des Celtics, et là il retrouve ses marques, il se refait une santé, en 20 matchs il fait un petit peu remonter sa cote, et il arrive à l'intersaison avec une cote et effectivement une valeur qui a un petit peu remonté, et il essayera de décrocher le plus gros contrat possible à l'intersaison. Si jamais a contrario, les Lakers se disent finalement Ball, il n'y a aucun risque, on le relance dans la bataille, eh bien vous avez un Thomas qui passe en backup de Lonzo Ball, qui sort du banc, convaincu que les Lakers laissent Ball titulaire. Ça veut dire qu'on a un Thomas qui arrive dans la rotation au bout de 6-7 minutes dans le premier quart-temps, soit dans un two-guard front, c'est-à-dire que il y a Lonzo Ball, il y a Thomas sur la ligne arrière, soit en opposé de Ball, et au final il a 30-32 minutes par match face aux deuxièmes unités adverses, donc face à des joueurs un petit peu moins forts que des titulaires. Ça peut être aussi bien pour lui, parce qu'il va pouvoir apporter ce que Clarkson a apporté, de l'impact, du dynamisme en sortie de banc, il mettra ses points, tout le monde sera content, il fera remonter sa cote, tout le monde sera content. Les Lakers, quasi convaincus qu'ils n'ont aucun plan à long terme, ou même à moyen terme, avec Thomas. Thomas, il est juste là en transition, et effectivement, il se refait une santé, et à l'intersaison, il signe un contrat ailleurs. Si jamais il trouve rien, que les Lakers, effectivement, n'ont pas réussi à recruter des agents de qualité, et que Thomas est prêt à signer à Los Angeles pour pas trop cher sur du
pas trop long terme, sur 1 ou 2 saisons, à ce moment-là, pourquoi pas les Lakers se décideraient de le conserver. Mais convaincu qu'à moyen terme, il est juste là pour 2-3 mois, et à l'été, il va signer chez le plus offrant. Mais voilà, c'est très très bien pour lui, il sera dans un registre, je vous le disais, qui est beaucoup plus naturel, parce que regardez Thomas, là, sur les matchs qu'il a joués aux Cavs, il était à peu près à 60 touches de balle par match. Il sort d'une saison, la saison passée, où il était à 85. Il était à 85, le 9e ou 10e joueur de la NBA qui touchait le plus la balle en moyenne par match. Donc il passe d'un statut de franchise player incontesté où il avait tous les ballons à celui entre guillemets de joueur de complément, et effectivement à 60 touches par match, vous êtes très 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 loin des sommets de la NBA, et ça l'a complètement frustré. Ça l'a complètement frustré parce que Thomas, il a un petit côté ball hog, ne nous voilons pas la face, il aime avoir le ballon en main, il aime le conserver. Lonzo Ball lâche beaucoup plus à contrario la balle. C'est pour ça que les deux peuvent cohabiter, je pense, sans aucun problème. Et effectivement, Thomas, pas la balle en main, il était perdu, et ça l'a frustré. Il a propagé sa frustration un petit peu à toute l'équipe, et les Cavs se sont dit ok, ça va pas le faire, et on passe à autre chose, et il va pouvoir revenir dans un registre plus naturel du côté des Lakers. En plus, les Lakers, ça joue vite, il va avoir plein de munitions pour mettre des points. Je vous dis, tout le monde sera content, et tout le monde est gagnant dans ce scénario. Je fais pas de commentaires sur les tracks sportifs, j'en ai un petit peu parlé, mais les batailles de vestiaire, cela ne nous regarde pas. L'été 2018 devient donc maintenant l'été de tous les dangers pour les Lakers. Parce que là, les différentes traits, les différents mouvements qui sont en train de se mettre en place sont très clairement faits pour être ultra agressifs à l'été 2018. Si à l'été 2018, malheureusement pour eux, ils n'arrivent à pêcher personne dans ce grand marché des agents libres, eh bien les Lakers, ils pourront toujours compter sur l'ossature Lonzo Ball, Ingram, Kuzma. Je pense qu'ils re-signeront Randle, donc le noyau dur de jeunes joueurs sera toujours là, mais très clairement, tous les œufs sont mis dans le panier de 2018. Du côté de Los Angeles, on est quand même en train de se dire déjà 2018 peut nous passer sous le nez. Ne perdons pas de vue 2019. Il y a Kawhi Leonard, il y a plein d'autres super free agents. On peut profiter de 2018 pour garder KCP, garder Randle. On se garde 30 millions en banque pour être agressif à l'été 2019. Et on a de nouveau une année pour développer nos jeunes joueurs. Et on part encore plus loin dans le futur. Mais à ce petit jeu-là, à force de reporter d'intersaison en intersaison et d'aller d'échec en échec, c'est effectivement pas comme ça qu'on reconstruit une équipe. En tout cas, en conclusion, les différents mouvements mis en place par les Lakers, pertinents, dans la logique et dans la stratégie de l'équipe telle qu'elle a été définie depuis que Magic Johnson est plus ou moins aux commandes, c'est-à-dire on fait le maximum pour avoir une flexibilité totale pour être ultra agressif en 2018. Là où c'est bien, c'est que les Lakers, ils n'ont pas changé de plan en cours de route. Ils sont restés focalisés sur ce cheminement-là. Ils ont mis toutes les pièces en place pour y arriver. Maintenant, ça sera la vérité de l'intersaison avec LeBron James, avec Paul George, avec Cousins. Il y a pas mal de beaux mondes que les Lakers peuvent réussir à attirer. On suivra ça de très près. D'ici là, bon match à tous.